d'être en direct ce matin dans le cadre de votre programme 10-12 Le Zénith. Ce matin, on s'adresse à vous car vous êtes tous concernés par les thématiques qui seront abordées pendant cette émission. Au menu, histoire du jour, la colère de Charles Hamel, la revue des réseaux sociaux et interpellations. Merci une fois de plus d'être en direct ce matin sur Equinox Télévision. Si vous venez juste de nous rejoindre, c'est la première fois que vous nous regardez. 10-12 Le Zénith, c'est 2 heures intenses d'informations. Ils sont déjà confortablement installés sur ce plateau. Dominique Audrey, Mbambok Mbengan, Pamela Fomen, sans oublier Charles Hamel Batchou. Nous commençons directement avec l'histoire de ce matin, l'histoire du jour qui nous sera contée ce matin par Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour. Bonjour Claudia, bonjour téléspectateurs. Bonjour le Zénith. Je suis le deuxième garçon d'une fratrie de 6, avec 3 filles et 3 garçons. Malheureusement, notre papa vient de rendre l'âme. On l'a inhumé il y a quelques semaines déjà. Notre père, de son vivant, a pris le soin de nous enseigner de bonnes valeurs. Et dans tout cela, mes frères et moi étions sûrs que l'un d'entre nous lui succéderait parce qu'à chaque fois, papa nous parlait d'après sa mort. À notre plus grand désarroi, notre père, après son décès, avait désigné notre petite sœur pour occuper sa chaise, tant sur le plan familial que culturel, puisqu'il avait des responsabilités traditionnelles au village. Mes frères et moi ne sommes pas d'accord avec cela. Une femme ne saurait succéder à notre père et par-dessus le marché commandé dans notre famille. Comment devons-nous procéder pour faire que l'un d'entre nous, l'un des 3 frères, puisse être le successeur de notre père? Aujourd'hui, notre famille est scindée en clans et en ce moment, notre mère est en larmes. Une femme peut-elle succéder efficacement à un homme? Que peut-on faire à ce niveau pour rétablir l'ordre? D'accord, merci Dominique Audrey. Ce matin, nous avons un problème de succession qui divise une famille de 6 enfants. Oui. Un père qui, avant de mourir, a décidé de faire de sa fille l'avant-dernière, son successeur à lui, le papa, et également au village où il a un poste de responsabilité sur le plan traditionnel également. Mais maintenant, les garçons estiment que une fille ne peut pas succéder à un homme. Et par analogie, leur petite sœur ne saurait être leur père dans la famille, puisque l'éducation que leur père leur a donnée les prédisposait déjà à être les chefs et successeurs de ce papa-là. Comment se fait-il que leur père ait plutôt désigné une femme et leur petite sœur et pas l'un des 3 garçons comme successeur? Et il se pose la question, comment est-ce qu'on peut revenir à la normale, parce que pour eux, on est hors norme avec la succession de cette fille. Et quand même, ils veulent savoir, est-ce qu'une femme pourrait efficacement succéder à un homme? D'accord. Et la maman est en désarroi par rapport à cela. D'accord. Mbambok Mbengan, quelle appréciation faites-vous de l'histoire de ce matin? Donc, il y a au moins trois cas de figure qui peuvent se produire. Premièrement, non, une fille peut être chef de famille. Quand vous parlez souvent de la reine Saba, la première reine noire, à l'époque de l'Éthiopie, l'Éthiopie s'étendait jusqu'à l'actuelle Arabie Saoudite. Et la reine Saba a même tapé la main de ses personnels de Dieu, Salomon. Il a tapé en guerre, c'est Longo. La reine Poku, il y a beaucoup de reines. Il faut voir que c'est cela l'Afrique traditionnelle même, en réalité. Donc, et les reines Saba avaient bien des frères, tout comme beaucoup. Il n'y avait pas de guerre entre les frères et les sœurs pour établir. C'est que celui qui doit porter, qui a le destiné de la famille, de l'empire, c'est un être qui naît avec des particularités. Il peut naître avec des dents, il y en a qui naissent moins, dont la naissance indique tout. Et pendant la grossesse de sa maman, il y a des signalements. Vous savez que c'est tel ancêtre qui revient. Elle devra avoir tel statut dans la société.
Donc, en Afrique, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ce vœu-là. Maintenant, dans le cas de figure où, si papa, parce que comme l'histoire dit que papa appartenait à une confrérie, la femme, il y a des confréries où les femmes n'entrent pas. Les femmes n'entrent pas. C'est-à-dire que ici, papa tient davantage sur l'organisation familiale. Mais il y en a un garçon qui va entrer dans la confrérie de papa. Et puisque papa était une initiée, la fille logiquement doit être initiée, mais à ce moment-là, dans les confréries des femmes, il y a des confréries de femmes. Ça veut dire que quand papa a analysé, il a vu qu'à ce moment précis, c'est la femme qui, puisque elle aussi elle est initiée dans les trucs, elle va prendre le trône, elle initiera ce moment. Mais il y a des choses qu'elle ne fera pas. C'est-à-dire que les choses d'homme qu'elle ne pourra pas faire. Et elle laissera, et surtout... Elle aura des limites. Oui, elle aura des limites. Et surtout, qui a tenu sa main? Généralement, c'est l'aîné qui tient sa main en lui disant, voici, c'est de papa. C'est-à-dire, ça veut dire que papa, au départ, avait commencé, comme elle a dit dans l'histoire, à les intégrer dans des initiations, dans des cercles, ainsi de suite. Dit que bon, voici l'histoire. C'est un peu cela. Vous avez vu d'ailleurs la Grande Royale dans j'allais dire quoi, dans le livre, ça vient de mettre, que vous avez appris à l'école. Parce que lorsque les choses vont mal, c'est la femme qui déclame en public. Et quand la femme parle, on s'arrête, on ne continue plus. Donc c'est cela. Et on vous ment à l'école en disant que les Bantous, les Négros africains, vraiment la femme c'est rien. Voilà donc une histoire aujourd'hui qui vous montre que c'est elle qui va, elle a déjà eu de papa le sentiment de rendre public les décisions de leur famille. Mais sur le plan initiatique, les garçons continueront puisque ils sont dans les lignées où ils sont tous, j'allais dire quoi, ils sont appelés à porter des charges traditionnelles demain. D'accord. S'il y a une possibilité aujourd'hui pour les frères de cette dame de l'accompagner, donc il ne doit pas avoir de problème. Il ne devrait pas. Le problème qui se trouve là, c'est votre occidentalisation de nos us et coutumes aujourd'hui. C'est-à-dire que où on pense que le chef, c'est moi qui commande. Non, c'est le consensus qui domine nous. Qui domine et qui reste tranquille. Si papa, le siège de papa dans sa confrérie, la femme ne peut pas s'asseoir là. C'est un garçon qui va s'asseoir là-bas. Mais sauf que c'est la femme qui va porter la parole. Mais l'homme, le siège que papa a laissé dans la confrérie, bon, la femme ne pourra pas s'asseoir là-bas. Mais la représentation, j'allais dire, officielle et tout, elle peut être là. Je vois même les chefs dans quelques pays aujourd'hui, voilà, chef de tel, peuvent le faire. Mais il y a des confréries où elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas s'asseoir. Ça veut dire qu'en fait, nous, la tradition africaine, la culture africaine évolue entre complémentarité et antagonisme. C'est cela, c'est l'eau et le feu, l'air et la terre. Donc, il y a antagonisme et complémentarité au même moment. Mais qu'ils ne prennent pas ça comme si papa a, j'allais dire quoi, écarté les hommes. Ça veut dire que leur sœur a des capacités, peut-être de rassemblement. Je ne sais pas que leur famille était dans quel niveau, soit de conquête, soit de tout, mais de toutes les manières, elle a cette capacité-là. Qu'ils restent tranquilles de toutes les manières. Parce que s'ils s'engagent dans des combats, ils n'ont pas la même appréciation que leur père. Et sûrement que leur père a confié ça à sa confrérie qui a validé. Et cela, ça veut dire que c'est faisable. D'accord. Pamela Fomel, il faut préciser également que ce n'est pas la première fois qu'on fait face à ce genre de problème. Même quand c'est l'homme qui est souvent choisi comme successeur, les frères s'opposent généralement. Pourquoi cette situation, ces problèmes, ces conflits autour de la succession? Parce que les enfants sont devenus très calculateurs. Quand le papa vit, le papa les bien, les frères commencent à se discuter deux, trois choses. Je me rappelle un témoignage, j'ai eu
un proche à moi qui avait tenu un témoignage lors du décès de son père qui disait papa, tu ne nous as pas laissé les maisons, des choses éphémères, mais tu nous as donné l'éducation qu'il fallait. Vous voyez, donc c'est quelque chose que les parents devraient d'abord, primo, inculquer à leurs enfants. Le matériel vient après, mais après on va dire que on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Donc le parent peut se battre corps et âme pour donner l'éducation qu'il faut à l'enfant. D'un côté, on verra l'enfant qui ne va rien retenir de tout cela. Non, la volonté du père est claire. Le père a eu une raison. Le père a décidé que ce soit sa fille qui prenne sa succession. Maintenant, s'il a des questions à poser, je crois que le père serait mieux placé pour lui expliquer un certain nombre de choses. Parce que le père a vu qu'avec la fille, il estime que la fille peut-être peut préserver la famille, la fille peut gérer un bon nombre de choses. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle un monsieur qui avait 5 enfants, dans une histoire qui n'est pas loin de celle-ci, qui avait 5 enfants. Il y avait un enfant parmi qui était une fille. Elle avait le mot de passe de son papa. Donc, parler du compte bancaire. Oui, son père lui envoyait tout le temps, va me faire un retrait. Son père donnait l'impression qu'il ne connaissait pas le montant qu'il avait dans son compte. Donc, la fille allait chaque fois, elle faisait le retrait, quand elle revenait, son père lui demandait il reste combien dans le compte. Elle dit papa, il reste tel montant. Elle ne trompait pas son père. Oui. Donc, son père jouait au naïf, il jouait à quelqu'un qui ne connaît pas comment manipuler le téléphone. Non, non. Elle rendait fidèlement compte à son père. Quand son père est décédé, son père a laissé une enveloppe dans la maison. Tout on a découvert que c'est elle qui a succédé à son père. Oui. Les frères se sont agités. Non, non, non. La mère a rendu compte au responsable de la famille. On a dit non, on va respecter la volonté de votre père qui a décidé que ce soit votre soeur. Maintenant, les conflits entre frères et sœurs, la mère essaie de donner carrément. Ils ont géré ça entre la famille partenaire du monsieur pour dire que le monsieur a déjà dit son dernier mot. Maintenant, si les enfants décident de faire autre chose, ça n'engage que ses enfants. Mais je pense à mon humble avis qu'on devrait respecter la volonté de ce papa. Il y a des raisons pour lesquelles il a décidé que c'est cette fille qui prenne sa succession. Maintenant, les enfants, ils vont voir comment est-ce qu'ils vont gérer cela. Dans d'autres tribus, le premier ne prend pas la succession. Je ne sais pas si c'est partout. Ailleurs, le premier ne reçoit pas de succession, il n'est pas compté. Oui. C'est à partir du deuxième, troisième, ou bien le cadet, ou bien le dernier qu'on verra comment est-ce qu'on va gérer. Donc pour le cas du monsieur, on doit tout simplement respecter sa dernière volonté. D'accord. Ça déplaise à certaines personnes. D'accord. Dominique Autré, quel conseil pouvez-vous donner à cet homme qui vous a contacté? Simplement de lui dire à lui, de dire à ses frères de ne pas avoir peur. Le fait pour votre sœur de succéder à votre père ne signifie pas que vous allez désormais obéir à votre sœur au doigt et à l'œil. N'ayez pas peur, votre sœur ne va pas vous marcher dessus. Ça veut simplement dire que, en l'absence de papa, votre sœur aura la responsabilité de prendre les devants par rapport à certaines choses. Et pour pouvoir mener à bien la famille, disons ça comme ça, votre petite sœur aura besoin de votre encadrement parce que vous êtes ses aînés. Ici, moi, je vois simplement des hommes qui sont un peu blessés dans leur ego, de savoir qu'aujourd'hui, quand il va falloir prendre une décision, même pour leurs enfants, Oui. quand il sera question de parler de mariage, quand il sera question de, on va devoir passer également par la petite sœur en question. Donc, il faut pouvoir relativiser. Il ne peut pas forcément avoir une vision d'intérêt parce que avoir la responsabilité de père de famille ne rapporte pas de l'argent, du moins pas à ma connaissance. Ça ne rapporte pas grand-chose. Il n'y a pas d'intérêt matériel à ce niveau. C'est juste la représentation. On ne peut pas laisser une famille sans avoir en réalité de chef. Oui. Et si votre père, dites-vous bien que si votre père aujourd'hui choisit votre petite sœur, c'est parce que vous avez brillé par un comportement vraiment qui laisse à désirer. Si vous avez été maladroit de façon verbale avec votre père, si vous avez été malhonnête, ou encore si vous avez brillé par une certaine désinvolture à ce qui concerne les uns et les autres dans la famille, et que votre petite sœur s'est illustrée par l'inverse, dites-vous bien que votre père choisira votre sœur. Boban Bengan prend généralement l'exemple de l'aîné à qui on demande de distribuer la nourriture, Oui. ou un morceau de viande. Peut-être votre père vous a fait passer par cette étape-là. Ou encore, c'est quand vous êtes entré dans la maturité d'un certain âge que votre papa vous a posé une situation qui engageait votre frère ou un problème de famille. Et aucun des garçons n'a pu se comporter comme un homme véritablement. Et votre père s'est rendu compte qu'en fait,
mes garçons ne sont pas encore des hommes. Ouais. Et je ne peux pas laisser la famille reposer sur eux. Parce que dites-vous bien que votre papa décède, votre mère est là. Il faut pouvoir prendre soin d'elle. Il faut pouvoir l'encadrer et l'encourager et être à côté d'elle. Et c'est votre petite sœur qui peut le faire. Maintenant, bon, Moka a évoqué les naissances et tout ça. Il faudrait donc poser la question à votre mère de savoir ce qui entoure la naissance, l'histoire de votre sœur, pour savoir pourquoi c'est elle qui a été choisie. Mais en soi, le fait Mais de si choisir... aussi de comprendre ces 3 hommes, c'est pas facile de peut-être suivre les ordres d'une femme. Ça serait un peu compliqué, surtout que c'est la petite sœur. Justement, être chef de famille ne veut pas dire que vous ordonnez les choses. Si on est dans une famille et qu'on a décidé que c'est Pamela, le père a décidé que c'est Pamela, le chef de famille, si j'ai une chose à faire dans ma vie ou bien qui concerne la famille, je me rapproche de Pamela et je lui dis voilà, j'ai décidé, Pamela, de me faire des tatouages. Et voilà, j'ai décidé d'en parler avec toi et tout. Pamela ne peut pas me dire de but en blanc, non, tu ne fais pas. Elle ne peut pas ordonner ou elle ne peut pas m'ordonner. Dominique Audrey, désormais tu marches pieds nus ou bien désormais tu fais ci. Je crois qu'il y aura peut-être l'approche qui sera différente. Il y aura la façon d'aborder les sujets qui seront différents. Donc votre soeur ne vient pas vous commander parce qu'elle n'en a pas la capacité de toute façon. Vous lui donnez simplement... En tant que chef de famille, elle n'en a pas la capacité. On est des adultes. Je dis toujours ça. Si quelqu'un fait quelque chose que vous lui demandez de faire, c'est plus par respect qu'autre chose. Parce que le pouvoir d'imposer, on ne l'a pas en réalité. Le chef, votre petite soeur ne peut pas vous imposer de prendre une autre femme parce que dans la famille, vous êtes sous le régime de la polygamie en général. Ouais. Donc il y aura des consensus. Votre soeur ne viendra pas blesser votre ego. Elle jouera le rôle de votre père qui peut également être votre conseiller. Mais ça ne pourra marcher que si vous êtes disposé à tenir la main de votre petite sœur qui a besoin de bénéficier de votre expérience également. Donc il n'y aura pas de conflit. Votre ego en réalité n'a pas à être touché. Parce que je l'ai dit, il n'y a pas d'argent à gagner, elle ne bénéficie pas de grand chose en réalité. D'accord. Donc aidez-la et restez. Je te permets une seconde, justement. Moi je pense que ici, le père les appelle à plus de consensus. Il y a même des situations que je dirais beaucoup plus complexes. Une fille est en train d'aller en mariage et pendant la dot, papa dit, vous ne prendrez aucune décision ici sans l'avis de votre soeur. Même si elle est mariée. Même si elle est mariée. Donc il y a des situations. Le problème c'est le schéma mental et européanisé que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui nous met en porte-à-faux avec nos valeurs profondes. D'accord. Charles Hamel, est-ce qu'une femme peut succéder efficacement à un homme et quel est le rôle du chef de famille? Alors, succéder, c'est prendre la responsabilité de. C'est assumer entièrement, remplacer complètement et valablement dans les actifs et les passifs celui dont on accepte de perpétuer la mémoire. Je vous réponds oui et non. D'accord. Oui, la femme peut succéder. Non, la femme ne doit pas succéder. La femme chez nous, c'est l'argent. La femme chez nous, c'est l'argent. Pour avoir la femme, il faut l'argent. Pour doter la femme, il faut l'argent. Pour prendre la femme en mariage, il faut l'argent. Lorsque vous prenez la femme en mariage, elle abandonne ses droits. Elle va dans une autre famille qui deviendra sa nouvelle famille. L'objectif de cette femme sera d'enrichir cette famille, de rendre prospère et riche cette famille au détriment de la sienne. Elle fera des enfants qui porteront le nom. Elle fera des enfants qui porteront le nom de ce monsieur. Oui. Elle fera des enfants qui seront désormais admis dans la famille paternelle, suivant les rituels. Ces enfants viendront rendre visite
à sa famille, à leur famille maternelle, mais résideront plus dans la famille paternelle. Les enfants n'auront le droit de ne revendiquer les choses que dans la famille paternelle, jamais dans la famille maternelle, la famille de la femme. Les rituels que la femme est autorisée à faire chez son père est moins par rapport aux rituels qu'elle est autorisée à faire chez son mari. La femme, en l'absence de son mari, peut aller au village poser un acte parce que c'est la femme, elle a déjà été prise et elle représente valablement son mari. Mais la femme déjà mariée ne peut plus rentrer dans la concession même de son père pour parler sans être accompagnée. Alors, celle qui décide de succéder, décide, parce qu'on parle d'un cas de notabilité, Oui. décide de tout abandonner. C'est-à-dire elle rejette le mariage. Elle rejette un ensemble de choses. Oui. Elle pourra quand même avoir des enfants. Non, j'en viens. La succession dans les foyers monogamiques est différente de la succession dans les foyers polygamiques. Dans le foyer polygamique, le père ne vous montre pas qui est le successeur. On vous surprend avec le successeur qui sort d'une concession, mais la vôtre, celle du père. Oui. Donc, vous pouvez rester là 30 femmes, vous avez fait 40 garçons. Le père seul sait qui il va prendre. Là, c'est mystique, on cache. Mais dans le foyer monogamique, le père prépare l'enfant à devenir successeur. Dans la façon de partager, dans la façon de répartir, dans la façon de responsabiliser, le père prépare. Si bien que ça crée parfois en disant que, n'est-ce pas, papa t'aime trop, n'est-ce pas, voilà l'enfant chéri de son père, voilà l'enfant chéri de sa mère. Donc, on commence à faire dessiner. C'est ce père qui dérange dans le cas actuel. Il n'a pas préparé ses enfants. Il n'a donné aucune lisibilité. Ça veut dire que je m'attendais à ce qu'on dise que non, nous on savait que ça devait être tel. Personne. Parce que là, c'est une famille monogamique. Ça aurait été tel. Parce qu'on voyait comment il faisait. Notre père nous a donné tous des valeurs. Notre père, donc il a été, c'est lui qui vient de diviser sa famille en allant choisir sa soeur, sa fille, sa dernière fille. Cette fille aujourd'hui, suivant la notabilité, ce n'est pas dans toutes les castes, comme le disait Bobo, que les femmes sont acceptées. D'accord. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir à un homme entrant dans cette caste qui doit porter le nom de son père. Il entre avec un nom. On n'entre pas dans la caste sans nom. Quand tu entends dire c'est le fils de, donc tu portes le nom de ton père parce que tu es assis sur la chaise de ton père. Elle ne peut pas être successeur dehors de nom et ne pas parler dans la caste. Est-ce que le père a voulu rompre avec les habitudes de la confrérie? Est-il né de nouveau? Parce que ça peut être qu'il est né de nouveau et il crée ses désordres bonbons en donnant à sa fille pour casser afin qu'aucun de ses enfants ne pénètre. Ça suppose que lui seul sait qu'il a fait le mal dans cette confrérie, là où il a entré. Oui. Et il ne souhaiterait pas que les sanctions retombent sur celui qui va succéder. C'est encore archi faux à ce niveau. Donc, cette fille, elle a choisi. Non, mais c'est ce qu'on vous dit, c'est très compliqué. Je vais commencer par vous définir ce que c'est que la succession. Oui. Donc, celle à qui on donne, vous allez voir la reine de Saba et tout. Elle n'est pas mariée. Et dans le cas, on a plein de chefs dans le centre et tout qui sont des femmes, des jeunes femmes. Oui. L'homme qui vient ne doute pas. L'homme qui vient est objet volant. À tout moment, on te chasse. Tu ne représentes rien. Et on te le rappelle, tu ne représentes rien. Tu n'as même pas de titre. Les enfants t'appartiennent. Elles font quand même des enfants? Elles peuvent faire des enfants qui n'appartiendront pas et qui n'hériteront jamais. Qui ne succéderont jamais. Non, mais il faut que les gens sachent qu'ils ne succèdent pas. Parce que le sang n'est pas le vôtre. Ouais. On a 4 chefferies actuellement qui ont un problème parce que la mère sortait de telle zone, le père de la zone. On dit on ne prend pas moitié-moitié, c'est 100%. Je vous prends le cas, on dit c'est 100%. Ce n'est pas 100%, il ne passe pas. La mère sort de tel village, l'autre sort, non, c'est 100%. Et dans presque tous les villages, c'est ce qu'on veut faire. Oui. Donc, la succession de la femme, lorsqu'on dit, ok, c'est toi, tu abandonnes tout. La majeure partie, vous avez vu des femmes prendre la succession, elles n'ont pas fait d'enfants. Elles n'ont pas fait d'enfants, elles ont accepté de ne pas faire d'enfants. Et lorsque la femme atteint
peut-être dans certains siècles, aller dans le Noun et tout, lorsqu'on vous remet certains types d'attributs, on ferme littéralement votre trompe, vous ne pouvez plus enfanter. Parce qu'il ne faut pas que cette chose qu'on vous a remis se retrouve à aller faire la force d'une autre famille. Aujourd'hui, Dominique, il ne faut pas que ce que vous a remis pas faire la force d'une autre famille, ça doit rester dans notre famille. C'est pour ça qu'on ferme le sexe de la femme, on ferme l'utérus de la femme, elle n'enfantera plus jamais. Aujourd'hui que vous êtes femme, vous êtes avec vos frères, avec vos soeurs. Oui. Demain, vous allez trouver mari. Dominique Audrey, vous rentrez être enterré chez les Badins un jour? Non. Vous restez chez On vos va mari. l'enterrer C'est fini. C'est coupé. Alors, comment est-ce que tous vont se déplacer pour aller enterrer leur père? Sur un territoire autre que là où il devrait être, avec tout ce qu'on a donné dans la succession à l'enfant. Vous vous rendez compte qu'ici, c'est un problème. Oui. Il faut l'expliquer, c'est un problème. Voilà pourquoi, malgré tout ce que les Blancs ont voulu faire entrer, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On préfère confiner à la fille de succéder à sa mère et le garçon de succéder à son père, parce que le garçon, lui, au moins, il reste. Il ne peut pas léguer la chose Charles, mais à sa qu'est-ce qu'il femme. faut faire dans, dans cette situation? Est-ce que ces hommes doivent accepter leur sœur comme successeur? Je reviens à ce que Boboga dit, c'est le consensus. On peut refuser la succession. Non, ils doivent revenir au consensus. Quitte à ce qu'on explique, parce que la sœur peut accepter sans savoir. Je ne connais pas le degré dans lequel le père se retrouve. Oui. Dans quel cercle le père se retrouve. La fille, parce qu'il y a des viandes que quand on décide de manger, c'est pas le contraire. C'est pas tout le monde qui va manger cette viande. Les femmes ne mangent pas. Il y a des choses que la femme ne mange pas, oui. C'est pas tous les animaux de la forêt que l'on mange. Oui. C'est pas tous les animaux de la forêt que l'on mange, c'est pas toutes les plantes que l'on consomme. Mais il y a des cercles qui réussissent à consommer. Donc ici, c'est le consensus, comme disait Bonbon, ils discutent avec leurs sœurs. Oui. On présente les faits à la fille. Si la fille décide de prendre, c'est un verre, c'est une corne qu'on pose au sol. Elle dit c'est ma chose, je prends. Elle dit c'est ta chose, c'est ma chose, je prends. Maintenant, en décidant de prendre, tu prends avec les actifs et les passifs, avec tout. Et si on Ça, refuse? non, c'est pour ça que je reviens à ce que le consensus. Le consensus. C'est le consensus. D'accord. Il faut finir par. D'accord. Merci à tous pour vos réactions. Nous avons vraiment un sujet très compliqué ce matin. Hein. Vous dites Oui. si le père fait des dégâts, Oui. là-bas, Mais attendez, au niveau de- moi je suis en train de régler les problèmes des 1600, Mais oui, des 1400. 1600. mais oui. Quand je vous parle par exemple ici à Douala, le premier ancêtre ici s'appelait Mbimbi Lolom. Je règle les problèmes ça ici à Douala. Depuis le premier ancêtre ici. C'est cela. Si le père a tué, Voilà. si le père a mangé, si le père a comploté, si le père est décédé après jugement, S'il a arraché les terrains des s'il gens, a arraché, s'il a mal vous héritez de tranché, tout ça. c'est tout. Vous héritez des actifs. Ne voyez pas le simple fait de vous faire asseoir sur une chaise. On vous donne tout. Il n'est plus là, mais c'est toi. C'est pour ça que- Pourquoi quand on a mis le successeur, la banque vient attaquer le successeur qui avait les dettes à la banque? Il faut que tu viennes rembourser les dettes. Vous avez quelqu'un dit que j'ai hérité que ma chance comme ça. Donc, comme il s'agit d'un D'accord. cercle sciatique, un garçon sûrement va prendre le siège que la femme ne peut pas occuper. Mais en public, elle pourra, voilà, c'est le Jouer son consensus. rôle. Moi, je pense D'accord. que Ils sont c'est mariés. D'accord. Oui. Merci à tous pour vos réactions à ce qui concerne l'histoire de ce matin. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran ou à travers notre page Facebook. Nous allons prendre une légère transition et on revient pour la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la concurrence déloyale orchestrée par le gouvernement vis-à-vis des PME dans ce pays. La durée de vie d'une PME naissante est de 3 ans, moins de 3 ans et tout au plus 5 ans. Chaque année, on célèbre la naissance des entreprises à travers le grand recensement général des entreprises. On fait la fête, on se vante de dire qu'il y a plein, le Cameroun est une terre d'attractivité,
parce que chaque jour naissent des entreprises. Mais jamais on n'a fait le recensement des entreprises mortes. Il faudrait faire le recensement des entreprises mortes pour comprendre. La durée de vie de plus de 80% des PME au Cameroun dépasse rarement 3 ans. Une réalité très triste dans un pays où on parle de plus en plus d'émergence en 2035, comme de santé pour tous en l'an 2000. Connaissant le rôle des PME dans l'économie d'un pays, il y a bien lieu de s'en inquiéter et de poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les start-up camerounaises échouent-elles dès les premières années de vie? À quoi nous aura servi la mise sur pied de structures comme le CAPME, créé en 1970 et chargé de l'étude et d'assistance aux petites et moyennes entreprises, qui marchait pendant les années de gloire sous l'ancien président. La SNI, créée en 1964 pour gérer les entreprises du portefeuille de l'État, étudier les projets d'investissement public, orienter l'épargne nationale en vue de financer l'investissement. La Banque camerounaise de développement, BCD, créée en 1961 pour financer les investissements privés. La mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, MAXI, chargée de réaliser les opérations d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Le FOGAPE, qui garantissait les crédits accordés aux PME. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises ou encore le ministère de l'Industrie. L'Agence de promotion des investissements créée en septembre 2005. L'Agence pour la promotion des PME, APME, créée en avril 2013. La Banque nationale des PME, créée en 2013, qui devrait être opérationnelle en 2015, puisque les dirigeants de ces 2 dernières institutions ont été récemment nommés. Voilà autant de structures qui ont été mises sur pied de 1970 à 2015 qui ne servent à rien. À rien dans l'accompagnement, à rien dans la structuration, à rien dans la réalisation, à rien dans l'opérationnalisation. À quoi nous aura servi la création et l'existence des associations professionnelles dont les plus reconnues sont entre autres le groupement interpatronal du Cameroun, aujourd'hui qui a fusionné, le syndicat des industriels du Cameroun, l'entreprise du Cameroun et j'en passe. À quoi nous sert finalement le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune lancé par l'Agence de promotion des PME en association avec la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement? Comment comprendre que l'État recherche de mauvaises paradraps pour les PME alors qu'elles sont confrontées à la disponibilité de la plupart des biens intermédiaires et matières premières, principaux inputs de leur processus de production? N'ayons pas peur de dire que le déclin des PME a pris corps et s'est accéléré pendant le régime actuel jusqu'à ce jour et la courbe ne cesse de décroître. Parmi les causes profondes, on a l'autorisation accordée aux fonctionnaires camerounais d'obtenir un registre de commerce. Dans quel pays? Les fonctionnaires ont l'autorisation d'obtenir un registre de commerce, pourtant c'est eux qui sont au début de la chaîne, qui étudient, qui valident, qui octroient des marchés, qui octroient, on va dire, des financements, des prêts, des crédits à ceux-là qui veulent se débrouiller. C'est encore eux qui réussissent à avoir un registre de commerce. On a déjà vu ça où? Savez-vous que c'est le président idiot? Il était strictement interdit aux fonctionnaires non seulement de créer des entreprises, mais bien plus d'être actionnaires dans une entreprise. Combien de fonctionnaires sont actionnaires dans des entreprises? Suivez mon regard. Cette restriction qui était le garant principal des PME a très vite foutu le camp, fragilisant et détruisant la PME locale. Il est constant qu'avec ces dispositions, aucun bon de commande ne peut sortir librement d'une institution publique ou parapublique, car les fonctionnaires disposent chacun d'une entreprise écran ou généralement dans le sac, géré par leurs proches, et phagocyter ainsi toute commande publique au mépris des PME bien installés qui déclarent et payent leurs impôts sans voir rien venir et contraints de fermer les portes au bout d'un temps relativement court. Autre fait qui tue les PME au Cameroun, le non-respect de la loi numéro 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Selon les articles 20 et 82 de cette loi, les mairies ont la latitude de gagner même les marchés. Je veux les tables dans la mairie, Tchalankarlan a besoin d'équiper les salles de classe.
Le maire court derrière ou il envoie un adjoint au maire ou un infidèle aller créer très rapidement une entreprise. D'ailleurs, dès qu'on devient maire, c'est facile, on crée des entreprises. C'est l'entreprise du maire qui gagne le marché. C'est la mairie qui réalise. Et le jour de l'ouverture, c'est le maire qui fait le discours en disant, voyez comment on encourage les PME. Au lieu de dire, voyez comment je m'encourage moi-même. Selon les articles 20-82 de cette loi, les mairies sont désormais autorisées à mener des activités commerciales en mode de régie ou concession. C'est, semble-t-il, interdit, proscrit, mais hélas, sur le fond, ça fonctionne. Cette loi aurait dû être une bonne loi si elle ciblait les activités à mener par les mairies, à l'instar des piscines municipales, motels municipaux, parkings municipaux bien aménagés. Hélas, dans le contexte actuel de l'application de cette loi, les mairies sont prêtes à bousculer même les vendeuses d'épices de Niamsang en brandissant cette loi. Cette loi aggrave les conflits d'intérêts dans la passation des marchés au sein des mairies, y compris l'implémentation de projets, car toute PME qui dépose un projet, celle-ci recherchera à doubler la PME pour réaliser elle-même en brandissant cette loi. Au final, la PME qui paye ses impôts se retrouve sur le terrain avec un concurrent sérieux qui est le même État qui achète le matériel avec l'argent du contribuable et utilise pour broyer le même contribuable. Une illustration parfaite est le service de location des toilettes mobiles pour gérer la mairie de Douala. À côté, on a des gens qui proposent des toilettes, mais on a la mairie de la ville de Douala elle-même qui a ses propres toilettes et qui loue. Celui qui a la PME pour les toilettes, ça sortira comment? Les PME souffrent de la corruption endémique, du népotisme, du réseautage systémique, du favoritisme, du clientélisme. Savez-vous qu'au regard de la corruption endémique doublée par le népotisme et le réseautage, il est difficile pour une PME d'émerger en toute quiétude. Le processus de passation des marchés publics est lourdement gangréné par la corruption et même dans les entreprises privées, il est difficile d'obtenir un bon de commande sans être membre d'un réseau et de connaissances externes. Conséquence, il est difficile pour une PME de décrocher un prêt auprès de la banque sans être lié à un réseau. Dans un pays sérieux, quand on parle de pays sérieux, un pays vraiment sérieux, chacun devrait rester à sa place. Ce que vous venez juste de dire, Charles Hamel, est très fondamental. Le Cameroun compte plus de 200 000 petites et moyennes entreprises. Elles ont créé 54% des emplois au Cameroun et contribuent à 34% du produit intérieur brut, un Bombok, un Bengan. Comment expliquer tout ce que Charles Hamel vient juste de décrire? Manque de vision. Nous n'avons pas défini une vision appropriée pour les petites et moyennes entreprises. Ou au mieux, nous avons détruit ce qui était avant. Bon, ça veut dire quoi? Je prends un cas simple, proche de nous. Lorsque on consent avec les partenaires internationaux, le Tchad veut construire son pipeline, il veut exploiter son pétrole. Il n'a pas de port. On dit pipeline, Tchad-Kribi. On crée le pipeline. Il se trouve que les PME et PMI camerounaises doivent être mises à niveau. C'est-à-dire que, comme ces gens travaillent avec les normes, même en cas de soudure, parce que la période où nous on a compris la différence entre, comment l'appeler là, un soudeur, comme on dit là, et ceux qui font chaudronnerie. Oui. Parce que nous, on appelle tout chaudronnier, appelle le chaudronnier. Non, c'est un peu ça. C'est difficile. Il fallait donc les mettre à niveau. Et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel nous a amené à cette mise à niveau. On a créé au Cameroun une bourse de sous-traitance et de partenariat. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire avec cet organisme-là qui recense les PME. Ils ont proposé qu'il doit avoir une loi, par exemple, qui oblige aux grandes entreprises, même à l'État, d'accorder au moins 30% aux PME camerounaises. Non, oui. On n'arrive pas. On ne parvient pas à le faire. Maintenant, l'État qui est un mauvais payeur, je commence d'abord par l'État.
Vous faites les travaux là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Vous voyez, donc, or, les PME travaillent, on ne les paye pas. On ne paye pas. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où, lorsque les poteaux ou électriques tombent, ou les transformateurs, on demande à une PME, dis donc, il essaie de faire quelque chose. Le bon de commande vient au moins 3 mois après. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, c'était un transformateur de tel, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est que on savait que pour des matériels, tel, il y a, j'allais dire quoi, une date de péremption. Même si à la date de péremption, il n'y a pas eu panne, on prévoit quand même que il peut avoir. Et surtout, il y avait les banques qui accompagnaient les PME. Aujourd'hui, il n'y en a plus. La première banque, vous vous rappelez la première interview du président Paul Biya avec Eric Tchindje, quand on lui a dit au coup de tête là. Charles Hamel a parlé de ça. FOGAP, Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. Les gens sont en train de prendre l'argent, monsieur le président. Il y en a qui disent, mais c'est quoi? Il dit qu'il n'a pas de preuves. Vous voyez comment? Et même la nouvelle banque des PME, comme ça, le premier directeur qu'on a nommé, il a fait 6 mois, il a dit que non, il ne peut pas. Il est parti. Il a dit il ne peut pas. Je ne dis pas son nom ici. Il a dit il est parti. Le ministre des Finances actuel, quand il a été nommé, il a dit qu'il fait d'abord l'audit de la dette des PME. Oui. Bon, il a payé, il n'a pas payé, il a commencé à dire je paye d'abord 1,5%, je paye d'abord 1%. Vous voyez comment on nous torture et tout. Or, ce sont les PME qui tiennent l'économie d'un pays. Ce ne sont pas les grandes entreprises, là, c'est les PME qui tiennent les entreprises. Donc, manque de vision à ce niveau, ça veut dire qu'on est dans un chemin cul-de-sac aujourd'hui. D'accord. Dominique Audrey, les fonctionnaires détournent les projets, les mairies s'arrangent à gagner les marchés publics. On a l'impression que le gouvernement ne se soucie plus des porteurs de projets. Pourquoi se laisser aller? On ne peut pas dire qu'on ne se soucie pas des porteurs de projets. La preuve, il y a des équipes à disposition pour pouvoir accompagner ces différents porteurs de projets. Malheureusement, lorsque vous arrivez vers les personnes qui doivent vous accompagner dans la réalisation de ces projets d'une certaine façon, ces personnes prennent les projets. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que lorsque vous avez envie de soumettre un projet, ou du moins lorsque quelqu'un soumet un projet, la personne ne met plus la totalité de son projet, du moins ne couche plus totalement cela par écrit, parce que tellement on a volé des projets aujourd'hui. Vous soumettez un projet, on vous dit le projet est porteur, on va vous aider, on va vous encadrer et tout ça, revenez dans un mois et après votre départ, on prend le projet et c'est quelqu'un d'autre qui l'implémente. Vous vous retrouvez donc comme ça, perdu, sans moyens et votre projet qui revient à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, on dira que même s'il y a une infime volonté d'accompagnement, cette volonté d'accompagnement se voit détournée par les personnes qu'on a désignées pour accompagner les porteurs de projets aujourd'hui. Et cette concurrence est tellement déloyale que ils prennent les projets des jeunes entrepreneurs aujourd'hui et à côté de cela, ils ont les moyens nécessaires pour implémenter les projets. Moi, j'ai un projet de 3 millions de francs CFA, je dis bêtement 3 millions pour ouvrir un salon de coiffure. J'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de soutien et tout ça. Je viens soumettre à Pamela Fomen dans son bureau. Pamela prend mon projet et donne à sa personne Claudia. Et Claudia va bénéficier de beaucoup plus que 3 millions. Par conséquent, le projet que Claudia va implémenter aura beaucoup plus que ce que moi je m'attendais à avoir. Donc il y a une concurrence qui est totalement inégale. Il n'y a pas moyen aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années après le début de l'existence de ces différentes entreprises, elles finissent par disparaître. Les entrepreneurs camerounais ou bien les PME ont un manque de liquidité. Ils ont un manque d'expérience également à leur niveau. Parce qu'on a parlé de la tenue du livre comptable aussi qu'il faut pouvoir faire. Il y a d'un côté comme dans l'autre beaucoup de manquements.
Donc, comment on va faire aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'accompagnement quand on est une petite entreprise? Je ne sais pas, mais on se serait tout de même attendu à ce que lorsqu'un jeune décide de mettre sur pied une entreprise qui peut employer des gens, on lui donne tout de même un petit espace, quelques exonérations en termes d'exonération fiscale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour que la personne ne paye pas les impôts pendant et ça s'applique. Ça s'applique 3 ans. Sans payer. Hein? Chalamel a donné un exemple tout à l'heure. Il a parlé de la Banque nationale des PME qui existe. Il a parlé du projet Et les gens ne payent pas. de promotion des PME. Vous avez un nombre d'années pour pouvoir vous déployer. Oui. C'est le temps de vie que vous avez mis pour pouvoir lancer votre affaire. Les gens, Il faut payer, trouver le local, vous payez la maison 1 an, 2 ans, le temps de vous déployer, chercher des partenaires, les premiers trucs que vous avez mis, faire la vitrine, aménager l'espace, et vous commencez à vous déployer. D'ici à là, bon, quand lorsque les gars viennent, vous présenter les documents. Ça, à ce niveau, il y a des facilités maintenant. Je pense que le premier problème, si c'est mon temps de parole, la première chose à faire, c'est que on traque tous les fonctionnaires qui ont des entreprises écran. Première chose. Deuxième chose, qu'on traque tous les fonctionnaires qui ont gagné des marchés qui n'ont pas livré, des marchés fictifs, via les entreprises qui n'ont pas livré. On les sanctionne. Troisième chose, qu'on traque tous ceux qui appellent maintenant les mairies. Les maires qui ont 12 entreprises, qu'on les traque, tous ces maires dans les entreprises, les adjoints aux maires, on les traque, on les sanctionne. Si l'on ne fait pas, on ne commence pas par là, on ne va pas arriver. Mais est-ce que ça sera facile, Chalamel? Généralement, on met au nom de telle personne. Il faut arrêter le zozo, ça fait combien de temps? Ils ne sont pas souvent... Ils sont connus, ils se connaissent. Ils se connaissent. Établissement, ils se connaissent parce que... Des noms qui n'ont rien à voir même avec l'entreprise. Lorsque le ministre de la fonction publique de 91 à 92, je pense qu'il s'appelait Sali Daïrou, n'est pas encore mort. Il a dit que les fonctionnaires pouvaient faire les affaires. Ça a chamboulé tout. Voilà. Il a seulement ajouté là-dedans. On les attrape tous, on les sanctionne. On nettoie le fichier. Au niveau de la direction générale, on nettoie le fichier. Tous ceux qui utilisent des prénoms, on les sanctionne. On va dans le secteur des BTP, on les frappe. On va dans le secteur agricole, on les frappe. Tous ceux qui ont eu des subventions du PIACI, du PAI, on les frappe. Les 4-9 et tout, on les frappe. Lorsqu'on a fini là, on descend maintenant dans les associations. Associations pour l'agence de promotion des investissements. On voit tous les marchés, les entreprises, on les frappe. On va à APM, association pour les petites et moyennes entreprises, agents des petites et moyennes. On les frappe. Je vous décline et ceux qui doivent frapper eux-mêmes ont des entreprises écrans. Vous voulez on va demander qu'on fait comment? On veut des solutions. Nous cherchons des solutions. Mais... on va demander qu'on fait comment? Oui. On les frappe tous parce que l'APM n'accompagne pas les jeunes débrouillards, n'accompagne pas les entreprises. Vous dites, vous allez déposer votre dossier à l'APM. Voici, j'ai une plantation, je fais dans le riz. Je me suis bâti, m'a fait venir des cortiqueuses, les écraseurs, les sémeuses et consorts. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un financement pour pouvoir permettre de facilement récolter et d'écouler mon marché. On dit revenez demain, revenez avant-hier, revenez après-hier, revenez. Celui avec qui vous êtes entré parce qu'il est côté, vous vous rendez compte qu'on a déporté combien de milliards pour aller au Qatar? Oui. Combien de milliards pour aller au Qatar? Faire quoi au Qatar? On dit la promotion des entreprises du Cameroun, destination Cameroun, telle activité. Le Qatar est fini, non? Oui. Allez faire le bilan là-bas. L'entreprise, ils ont eu combien d'entreprises au Nous Qatar? la suite. Non, ils ont eu combien de marchés au Qatar? Non, mais attendez. Combien de marchés ils ont eu au Qatar? Ils ont eu combien de... Ils ont vendu quoi au Qatar? Oh, vous avez un pauvre planteur ici, un paysan qui demande à avoir des fonds pour pouvoir se lancer. Je vous assure, on nettoie. Lorsqu'on a fini de nettoyer, on descend dans les mairies. Il y a un marché que les femmes des maires gagnent. Décoration de la ville, entretien, jardinage. Non. Le jardinage. C'est une petite ligne, embellissement de la commune. C'est la femme du maire. C'est une petite ligne. Hein? C'est une petite, vous ne la voyez pas. On dit que le défrichage, le nettoyage, de ceci. C'est la femme du maire qui est tranquille. C'est sa part de son business. Oui, c'est une entreprise qui est. Oh, il y a des jeunes qui ont les matières dans les quartiers qui ne servent à rien. Vous passez dans les quartiers, vous voyez la broussaille. On peut donner à des jeunes en disant, bon, les jeunes de toute la commune, voici, mettez-moi en association.
Une association équivaut à une entreprise. Je suis dans une commune qui a 16 quartiers. Dans chaque quartier, je prends un président et son association, reconnu un président et son association. Ça me fait une entreprise. Messieurs, mettez vos travail, rendez-nous la commune propre. Voilà la ligne que je donnais à mon épouse à la maison, à qui je donne tout. Cette ligne-là devrait servir. Mais hélas, on va vous dire combien on dépense pour embellir les axes lourds, comment on dépense pour embellir les communes, comment on dépense, mais allez fouiller. C'est un argent qui est dépensé. On descend dans les mairies, les banques. Qui gère la maintenance des tables banques? C'est le menuisier là sort, ou cet entrepreneur sort, ou de quelle entreprise? Il verse combien de pourcentage à la mairie pour l'entretien? Aller dans les hôpitaux. Je prends seulement les secteurs là où les maires, c'est leur gombo. Oui. Vous vous rendez donc compte que si le maire qui a déjà son salaire, qui a déjà son avantage, qui a son pourcentage pour chaque marché passé, si le pauvre maire s'assied en disant, bon voilà, on va lancer les PME dans ma zone, je vous assure que ce maire allait avoir 100% chaque élection. Absolument. Bien sûr. Chaque élection, vous avez Il y a des des jeunes qui jeunes aujourd'hui qui ont besoin juste d'un petit Mais financement. écoutez, quand vous allez en Europe, toutes les mairies ont des foires. Les mairies des villes ont des foires, ils ont des festivals. Vous avez des jeunes dans ces différentes zones qui n'attendent que ces foires. Ils vivent une fois l'an. À travers ces foires, ils écoulent leurs produits. Oui. C'est là qu'on découvre. Vous avez des artistes dans les communes qui n'existent pas parce que la mairie n'a jamais rien organisé. Au trop, on organise un truc. Quand le maire sait qu'il a trop volé, que l'opération est perdue sur lui. Championnat premier. Cher ministre de l'île de son village, il a bien fait l'ouverture ici. Là, j'ai fait ça pour Paul, mais c'est toi qui es le grand. On arrive sur le haut patronage de ceci et cela, on fait l'histoire, tout le monde applaudit. Et le maire vient, il attend la clôture, c'est pour lui la clôture. Il vient faire, mais qu'est-ce que les jeunes gagnent? Faites le tour. Ce qu'on appelait aujourd'hui, on utilisait les jeunes pour le défrichage dans les rues, pendant les salles de vacances. Oui. Baladez-vous les occupations, il y a quoi aujourd'hui? Cette ligne-là est passée où? Donc vous vous rendez donc compte que la PME, les PME, vous vous rendez compte que les maires vont jusqu'à avoir l'étude de bureautique. J'ai dit bureautique, Dominique Audrey, j'ai dit bureautique, il a tout, on imprime tout, on scanne tout, on fait tout. Dès qu'il y a n'importe quoi, il est donné à tel. À donner à tel, c'est lui qui va faire les courses désormais de la mairie. Il ne dit pas que c'est son bras droit. Oui. C'est son nom. Non, il ne dit pas. Il envoie sa personne. Il dit que c'est elle qui gère désormais tout. Il fume quoi là, se balader là, confiez-lui là. C'est lui qui prend, qui va faire. C'est le modèle. Ça, c'est la manipulation. La manipulation de quoi? Non, c'est comme ça. Manipuler les Camerounais. Mais les Camerounais sont manipulés, c'est pas sérieux. Il faudrait qu'on se retrouve aujourd'hui à véritablement faire un ensemble de choses pour élaguer ces personnes compliquées et compliquées véritablement dans leur mairie. Un aîné m'a dit dernièrement, tu sais pourquoi, malgré le rapport de la Chambre de compte de la Cour suprême, Paul Biya n'a pas voulu arrêter les gens. J'ai dit non. Parce qu'il y avait là-dedans au moins 11 ministres. Imagine qu'on arrête 11 ministres. C'est le gouvernement qui est à terre. D'accord. C'est le drame. C'est le drame. Donc les gens ont tellement volé que... Vous avez fermé les concours. On a accepté. Vous avez verrouillé les concours. On a accepté. Vous avez verrouillé les recrutements. On a accepté. On décide d'aller payer des formations. On se forme. On ressort de ces centres de formation avec de la compétence, des qualités. On décide de créer notre entreprise. Vous imaginez qu'il y a un jeune qui s'était lancé dans le lavage mobile, les véhicules mobiles. Oui. Il a commencé tout doucement parce qu'il y a un de ses frères qui l'avait aidé dans le lavage mobile. 1, 2, 3. Il est parti présenter le projet au maire, à un maire, entre guillemets. Le maire lui dit non, on va voir comment on va aménager un espace ici, là, pour que tu commences à le faire. Pas très loin de la mairie, on veut voir, on veut tester comment. Le gars dit vraiment merci beaucoup, monsieur le maire. On a aménagé, il a commencé 1, 2. Quand les gens commençaient à courir, serrer les véhicules qu'il lavent en attendant, le maire est parti acheter les engins. Il dit, monsieur la mairie, vraiment, suivant la mairie ne rapporte rien, il faut que je paye mon personnel. Il y a les critiques, monsieur, dégagez, allez vous débrouiller. Reprenez le lavage mobile, j'utilise à laver. Oh là là. C'est ça ce pays. C'est ça ce pays. Mais ça fait mal, Charles. Mais ça devrait. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire aujourd'hui? Voilà donc le gars qui utilise, le maire
Le fonctionnaire qui utilise l'argent du contribuable Oui. pour acheter le matériel, c'est son capital, pour faire son business, alors que vous, le pauvre, vous cherchez sous fonds propres, sous vos propres fonds, vous cherchez le fonds, même la banque n'est pas capable de vous accompagner. Vous voyez, beaucoup de PME fonctionnent avec les tontines. Oui. Oui. Beaucoup d'entreprises fonctionnent avec les tontines. Oui. Ils vont faire les crises dans les tontines pour pouvoir se lancer, mais jusque-là, ça n'aide pas. D'accord. Et on a tout un ministère des PME. Tout un ministère de la recherche scientifique. D'accord. Mais bon, continuons la vérité. Pamela Fomen, en quelques mots, votre avis en ce qui concerne la colère. Alors, je dirais tout simplement que si vous avez en face de vous le principal concurrent qui est l'État, sachez que vous êtes mal parti. C'est clair que votre projet va tourner, ça va tourner de mal en pire. Bon, je crois que sur la toile, on a vu il y a peut-être un mois, on a vu ce jeune garçon qui a mis sur pied une ambulance. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne fait plus, ça ne dit rien à personne. Pourtant, ça pourrait créer de l'emploi en moyenne 10 personnes ou bien 20 personnes par une chaîne. Mais aujourd'hui, le projet est passé inaperçu. À côté de lui, on a une autre personne qui a mis sur pied. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire, mis sur pied une couveuse. D'accord. Nous allons qui n'a jamais été accompagnée. D'accord. Pamela Fomen, nous allons poursuivre tout à l'heure. En deuxième partie, nous prenons une transition musicale.